suis tombé sur cette vidéo que je trouve complètement dingue, alors fallait que je vous en parle. On est le 4 septembre 2025 à la Maison Blanche et autour d'une immense table, Donald Trump réunit les hommes d'affaires les plus puissants des États-Unis. Oui, bon, là vous allez me dire, Trump fait du Trump, où est le problème? En fait, il faut analyser cette image. On voit plusieurs géants de la tech, invités donc à la Maison Blanche, et qui ont l'air plutôt contents d'être là. So thank you for incredible leadership. I want to thank you for including me this evening. Thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. Well, thanks for hosting us. I mean, this is quite a group to get together. Ouais, sauf que voilà, il n'y a pas si longtemps, ces milliardaires américains, patrons des plus grandes boîtes de tech de la planète, disaient ça. You know, saying that he might lock up his opponent if he wins erodes our democracy around the edges. These aren't acceptable behaviors. Mais donc, comment ça se fait? Pourquoi ces géants de la tech, à la base plutôt hostiles à Donald Trump, semblent avoir complètement retourné leur veste? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Mais les amis, avant de commencer, cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de Odoo. Odoo, vous commencez à les connaître, c'est une plateforme de gestion pour les entrepreneurs qui centralise tous les outils dont vous avez besoin au même endroit. Que vous soyez une petite ou une grande équipe, Odoo propose plus de 45 applications faciles à utiliser et conçues pour les entreprises. Facturation, comptabilité, gestion de projet, création de sites web, RH, bref, ils font beaucoup de choses chez Odoo. C'est tous les outils, tous les besoins que peuvent avoir les entrepreneurs, mais réunis au même endroit. Nous, dans notre pratique au quotidien, ce que je trouve le plus utile avec l'équipe, fini les allers-retours inutiles parce que vos données, elles circulent automatiquement entre les apps. Exemple super concret, vos ventes se synchronisent en temps réel avec votre compta et vos stocks, ce qui vous permet d'avoir une vision super claire et à jour de votre activité. L'interface est ultra simple, évolutive et économique. Odoo vous offre la première application gratuitement, à vie, avec hébergement et support illimité. Ensuite vous pouvez ajouter des applications au rythme de votre croissance et à partir de 19,90 € par mois, vous avez accès à l'intégralité des apps. Il y a déjà 15 millions d'utilisateurs dans le monde. Odoo a donc déjà conquis des milliers d'entreprises. Si vous avez envie de tester, je vous mets un lien en description. Merci à Odoo, car sans eux, les productions ne seraient pas pareilles. Pour bien comprendre ce retournement de veste, il faut revenir un peu en arrière. Quand tous ces géants de la tech n'étaient encore que des petites startups et qu'ils ont commencé à s'installer dans la Silicon Valley. Dans cette vallée, que l'on pourrait également appeler la vallée de la matière grise, se sont retrouvés des dizaines de chercheurs venus du monde entier pour inventer l'univers de demain. En 1951, l'université de Stanford lance un grand centre de recherche, le Stanford Research Park. On est dans la baie de San Francisco et ce centre va marquer le début de l'aventure technologique dans la Silicon Valley. Dans les années 70, des hippies, des antimilitaristes et des communautés LGBT s'y installent progressivement et importent avec eux leurs valeurs progressistes. Les entrepreneurs de la vallée rêvent d'inventer un monde meilleur et pour ça, ils vont créer des entreprises. Entre les années 70 et 2000, c'est donc ici que s'installent Google, Apple ou encore Facebook. Amazon et Microsoft, elles, voient le jour à la même période et vont poser leurs valises plus au nord, à côté de Seattle. Toutes ces boîtes, qui forment ce qu'on appelle les GAFAM, si elles dominent le numérique à l'heure où j'enregistre cette vidéo, faut comprendre que, avant les années 2000, elles en sont encore très loin. Au moment de leur création, leur enjeu, c'est surtout d'attirer des talents, des gros cerveaux. Et ça, elles vont y arriver en recrutant des ingénieurs venus d'un peu partout dans le monde. Techniciens et ingénieurs, en rêve, volent à découvrir là où elle s'étale, au sud de San Francisco, autour des fantastiques universités de Stanford et de Berkeley en Californie. Résultat, aux États-Unis, la moitié des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars aujourd'hui ont été fondées par des immigrés, donc des gens qui ne sont pas nés aux États-Unis. Bref, donc si on résume, entre l'enthousiasme pour le futur et le multiculturalisme, la Silicon Valley baigne dans cet environnement progressiste, très proche donc des valeurs du Parti démocrate. D'ailleurs, les démocrates au pouvoir, notamment Al Gore, un sénateur qui deviendra le vice-président de Bill Clinton dans les années 90, encouragent et financent le développement d'Internet. D'ailleurs, fun fact, je savais pas, mais c'est même sous leur impulsion que le web, qui était jusque-là réservé aux militaires et à quelques entreprises privées, devient un bien public. C'est comme ça qu'à la fin des années 90, désormais, des millions d'Américains peuvent naviguer librement sur Internet, et ça, c'est révolutionnaire. On va surfer sur Internet. Allez Marcel. Internet et ses entreprises de la tech riment donc avec modernité, progrès, ouverture. Et certains politiques démocrates ne vont pas hésiter à l'utiliser comme un argument de com'. My name is Barack Obama and I'm the guy who got Mark to wear a
jacket and tie. Le Mark dont parle Barack Obama là, c'est Mark Zuckerberg, le jeune geek prodige qui, 7 ans plus tôt, a créé Facebook. Et cet amour des démocrates envers les géants de la tech est réciproque. Accrochez-vous bien, une étude de Stanford révèle que 75% des dirigeants de la tech ont voté pour Hillary Clinton, la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine de 2016, contre seulement 9% pour le républicain Donald Trump. Bon, ça n'empêchera pas Trump de remporter le duel. En tout cas, entre les GAFAM et les démocrates, on aurait pu croire que c'était pour la vie. Mais ça, c'était avant ce truc. Alors, ce classement, c'est les 7 entreprises les plus valorisées en bourse à l'heure où je tourne cette vidéo, dont 5 qui sont les fameux GAFAM. En fait, il faut bien comprendre que, avec le temps, tous ces geeks là en jean et en t-shirt qui révolutionnent la tech, ils deviennent les patrons d'immenses multinationales qui 1. écrasent la concurrence et 2. refusent la régulation. Et en devenant plus puissants, ils ont aussi une plus grande responsabilité. Entre les risques de cybersécurité, la circulation de fausses informations sur leur plateforme ou les atteintes à la vie privée des utilisateurs en collectant leurs données, le gouvernement américain va commencer à trouver que ces géants de la tech ont un peu trop de liberté. We are now 40 years into the experiment of letting giant corporations accumulate more and more power. And what have we gotten from it? Less growth, weakened investment, fewer small businesses. Alors, quand ils reviennent au pouvoir en 2021, le président démocrate Joe Biden nomme une certaine Lina Khan à la tête de la Federal Trade Commission, qui est en gros le gendarme américain de la concurrence. Alors bon, je vais être super honnête, Lina Khan, je ne la connaissais pas. Mais il faut comprendre qu'aux US, c'est une figure du combat contre l'ultra-puissance des GAFAM. En 2017, Lina Khan publie par exemple un article universitaire qui dénonce le laxisme américain envers la position de monopole d'Amazon. Donc la nommer à un poste aussi important, c'est une décision hyper symbolique de la part du président Biden. In the same way that you need the Constitution to create checks and balances in our political sphere, right, you also needed the antitrust and anti-monopoly laws to safeguard against concentration of economic power, because you don't want an autocrat of trade in the same way that you don't want a monarch. Dès son arrivée au gouvernement, Lina Khan est ultra combative et la Federal Trade Commission engage des procès contre le groupe Meta, qui regroupe entre autres Facebook, Instagram et WhatsApp, et contre les groupes Microsoft et Amazon. Le but, c'est de rappeler à ces acteurs un peu trop libres qu'il y a des règles à respecter. À partir de 2020, la pandémie de Covid-19 va rien arranger. La désinformation pullule et le gouvernement démocrate de Biden n'hésite pas à désigner Facebook comme responsable. What's your message to platforms like Facebook? They're killing people. I mean, it really, look, the only pandemic we have is among the unvaccinated. And they're killing people. Ouais, Joe Biden ne mâche pas ses mots, et de son côté, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, se plaint de subir des pressions de l'administration Biden pour censurer du contenu sur le Covid-19 publié sur son réseau social. Bref, vous l'avez compris, le couple démocrate-GAFAM commence à battre de l'aile, et qu'est-ce qu'on fait quand son couple va mal? Soit on essaie de se rabibocher, soit on va voir ailleurs. Progressivement, les géants de la tech vont se tourner vers le camp politique opposé, celui des républicains. Pour rappel, aux États-Unis, il y a d'un côté les démocrates, qu'on peut qualifier de gauche américaine, qui sont les progressistes en faveur d'une intervention de l'État, et de l'autre, les républicains, qu'on peut aussi appeler la droite américaine, plus conservateurs et libéraux. Les patrons des GAFAM, historiquement démocrates, vont donc progressivement s'intéresser aux républicains. Et pourtant, je vous l'ai dit, à la base, c'était mal parti. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Après l'assaut du Capitole par des militants trumpistes le 6 janvier 2021, Twitter, Facebook et Instagram décident de suspendre les comptes de Donald Trump. Et ça, le milliardaire le prend très mal. No better evidence that big tech is out of control than the fact that they banned the sitting president of the United States earlier this year. It's not a fair situation, very, very bad for this country, very bad for the world. Mais tout va changer quand Donald Trump est réélu président des États-Unis en 2024. Présidence, Sénat, Chambre des représentants, Cour suprême, les républicains, donc le camp politique de Donald Trump, contrôlent les 4 piliers du pouvoir aux États-Unis. Et bon, on va pas se mentir, c'est toujours utile d'être ami avec les gens qui ont le pouvoir. Et ça, les GAFAM, ils le savent bien.
Petit à petit, les patrons de la tech américaine vont décider de faire le dos rond, de jouer le jeu de la grande réconciliation avec le président Trump, et le premier qui retourne sa veste, c'est lui, Jeff Bezos. C'est non seulement le fondateur d'Amazon, mais c'est aussi le propriétaire d'un journal très influent aux États-Unis, le Washington Post. Ouais, faut croire que l'histoire d'amour entre les milliardaires et les médias, c'est pas seulement une spécialité française. Depuis 1992, le Washington Post appelle à voter pour le camp démocrate à chaque élection. Mais en 2024, pour la première fois depuis plus de 30 ans, il ne soutient aucun candidat. Forcément, ça interroge, et dans un communiqué publié sur Twitter, le syndicat des journalistes explique ça. Un soutien à Harris avait déjà été rédigé, et c'est le propriétaire du Post, Jeff Bezos, qui a pris la décision de ne pas le publier. Et Bezos va même plus loin. Début 2025, le Washington Post refuse carrément de publier la caricature d'une illustratrice qui dénonce l'alignement des géants de la tech avec Donald Trump. Beaucoup d'observateurs voient cette décision comme un calcul politique au cas où Trump reviendrait au pouvoir. En gros, le patron d'Amazon assure ses arrières, et c'est pas le seul. Car quand Donald Trump revient effectivement à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2025, les grands patrons de la tech semblent être à ses pieds. Mais ces places VIP là, au deuxième rang, derrière la famille, elles sont pas gratuites. En fait, je le savais pas, mais en faisant mes recherches, j'ai appris qu'aux États-Unis, pour financer la cérémonie d'investiture de chaque nouveau président, il y a un fonds. Ce fonds, qu'on appelle le fonds d'investiture, dans lequel les entreprises privées et les citoyens américains peuvent faire des dons. Les donateurs peuvent donner autant qu'ils veulent, et c'est pas obligatoire d'expliquer comment l'argent récolté est utilisé. Et pour l'investiture de Trump, en janvier 2025, le fonds atteint 239 millions de dollars de dons. C'est un record absolu dans l'histoire américaine. Pour vous donner une idée, Joe Biden avait recueilli seulement 61 millions de dollars en 2021. Du coup, j'ai voulu comprendre comment c'était possible et j'ai fait mes petites recherches. Ça, c'est ce que les GAFAM donnent au fonds d'investiture de Donald Trump en 2025. Microsoft est le moins généreux des géants de la tech et ne donne que 750 000 dollars. Ah, les radins. Google, Meta, Amazon, Tim Cook d'Apple et Sam Altman d'OpenAI donnent quant à eux 1 million de dollars chacun. Bon, petite précision, pour Apple et OpenAI, c'est bien les PDG eux-mêmes qui donnent et pas l'entreprise. En comparaison, pour l'investiture de Joe Biden 4 ans plus tôt, Meta et OpenAI n'avaient rien donné, et Google, Amazon, Apple et Microsoft étaient bien moins généreux. Et au-delà de ce fonds d'investiture, au retour de Donald Trump dans le bureau ovale, on commence à observer un vrai alignement politique entre Donald Trump et certains patrons de la tech. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. We're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Concrètement, ce que dit Mark Zuckerberg là, c'est qu'il veut que les infos publiées sur Facebook et Insta aux États-Unis soient vérifiées par les internautes et non plus par des journalistes. Ça veut dire que n'importe qui peut corriger une information publiée et pour certains groupes militants, ce système permet de s'organiser plus facilement pour critiquer ou défendre des points de vue en fonction de leur appartenance politique. Officiellement, l'objectif c'est de restaurer la liberté d'expression sur Facebook et Insta, mais quand on voit à quel point Mark Zuckerberg reprend les éléments de langage trait pour trait de Trump, on comprend vite quel camp il a choisi. You are so obviously biased. And that's why the public has no confidence. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created. That we, as a country, cannot tolerate political censorship. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. Au passage, je précise qu'au fond, supprimer les fact-checkers, ça arrange bien Zuckerberg, parce que c'était un système qui coûtait très cher. Bref, ce revirement des barons de la tech, il est si flagrant que même Donald Trump s'en amuse. The first term, everybody was fighting me. In this term, everybody wants to be my friend. I don't know. My personality changed or something. Plus j'avance dans mes notes et plus je commence à observer un truc. Quand les entreprises de la tech ont un problème, l'administration Trump trouve souvent une solution. Je vous prends cet exemple quand, en avril 2025, Donald Trump décide de fixer des droits de douane complètement dingues avec des pourcentages un peu aléatoires en fonction des pays. Pour la Chine, l'ennemi numéro 1 de Trump, les taxes avaient grimpé jusqu'à 145%. Comprenez bien, c'est une catastrophe pour Apple qui fabrique l'essentiel de ses appareils en Chine. Heureusement, quelques semaines plus tard, après une rencontre entre Donald Trump et Tim Cook, le PDG d'Apple, la Maison-Blanche annonce finalement que les tarifs ne s'appliqueront pas aux smartphones et aux ordinateurs.
Ça tombe bien, c'est pile poil ce que vend Apple. Léo Duff, le mec. Alors pour dire merci, Tim Cook offre un joli cadeau au président Trump. 24 karat gold, and he insists I'll take the liberty of setting it off. Wow. Ouais, la scène est surréaliste. Et ce que je trouve particulièrement étonnant, c'est que cette relation hyper opportuniste soit autant assumée. Les cadeaux des GAFAM sont hyper pas discrets, et les faveurs accordées par Donald Trump en retour le sont encore moins. J'ai un autre exemple pour illustrer tout ça, mais pour ça il faut revenir à mon dîner du début, organisé en septembre 2025 à la Maison Blanche. Regardez ce que Trump dit à Sundar Pichai, qui est le patron de Google. Google had a very good day yesterday, and you want to talk about that big day you had yesterday? I'm glad it's over. Don't forget, Biden was the one that prosecuted that lawsuit. You know that, right? Look, it's a long process. I appreciate that your administration had a constructive dialogue and we were able to get it to some resolution. Le long processus là dont parle Sundar Pichai, c'est un truc initié en janvier 2023, alors que le gouvernement américain demande à Google de se séparer de son navigateur Google Chrome. En fait, les régulateurs considèrent que l'entreprise Google est en situation de monopole, car 9 recherches en ligne sur 10 passent par Google. Alors, en faisant lâcher Google Chrome, les régulateurs espèrent redonner une chance à ses concurrents sur le marché des navigateurs. Mais quelques jours avant le dîner à la Maison Blanche, le juge fédéral renonce à forcer la vente de Chrome. Google est sauvé et peut continuer à jouir tranquillement de son monopole comme avant. En fait, je me rends compte que des exemples de petits arrangements comme ça, il y en a plein. D'après une enquête de Public Citizen, une ONG américaine, depuis la deuxième investiture de Trump, un tiers des procès contre les entreprises de la tech ont été annulés. À cette échelle, c'est compliqué de parler de coïncidence. Et parfois, le copinage entre le président américain et les patrons de la tech va encore plus loin que des arrangements judiciaires. Il y a un type dont je parle pas depuis le début de la vidéo, c'est lui. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Quand Donald Trump arrive au pouvoir pour son deuxième mandat, il nomme Musk à la tête du DOGE, un département destiné à l'efficacité gouvernementale. Le rôle du DOGE, c'est de limiter les régulations, limiter aussi l'argent dépensé par l'État et les longs processus administratifs. D'ailleurs, ce DOGE, Elon Musk va complètement en bénéficier à titre perso, puisque 32 enquêtes du gouvernement fédéral américain concernant les entreprises de Musk vont être mises sur pause. C'est aussi simple que ça. Et puis, toutes ces victoires des géants de la tech arrangent aussi pas mal les affaires politiques de Donald Trump. En 2023, 9% du PIB des États-Unis, en gros c'est la richesse produite dans le pays, vient des entreprises de la tech. 9%. C'est énorme et Trump le sait. Les GAFAM, c'est son atout face à la Chine et à l'Europe. Donc il a tout intérêt à les protéger et à entretenir leur domination, quitte à ce que ce soit les Américains qui en paient le prix. Juste avant de continuer, c'est ici que je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail et celui de mon équipe. En fait, je réalise que le problème dans toute cette histoire, c'est que ce favoritisme dont fait preuve Donald Trump envers certains géants de la tech ouvre une porte gigantesque à la corruption. Dans le droit fédéral américain, la corruption, c'est le fait de donner ou d'accepter un avantage ou un don contre la promesse d'une action. Bon, et je crois que je l'ai bien montré dans cette vidéo, là, on est pile dedans. En fait, ce qui me frappe, c'est que quand les GAFAM financent Trump, ils ne soutiennent pas un candidat, ils achètent une politique qui sert leur intérêt et sert leur croissance économique. Et à la fin, souvent, ceux qui en payent le prix, c'est nous, les consommateurs du monde entier. Parce que quand on parle de GAFAM, on parle de multinationales. Et ça doit nous poser question. Quand des lois, des procès peuvent être achetés par des patrons ou discutés dans des dîners exclusifs, est-ce qu'on peut encore parler de démocratie ? Attention, je suis pas dans un maxi déni en train de dire que ça n'existe pas en France ou en Europe. Bien que, au moins, chez nous, le copinage entre pouvoir public et le grand capital, il est fait de manière plus insidieuse et surtout davantage protégé par nos institutions. Reste que là, un terme commence progressivement à s'imposer dans l'espace public. Au moment de quitter son poste de président des États-Unis, Joe Biden disait ça. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence. That literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. Une oligarchie, c'est un régime politique où le pouvoir est détenu par une poignée de personnes ou de familles puissantes et privilégiées. Et si Joe Biden avait raison? Et si les États-Unis étaient en train de devenir une véritable oligarchie?
Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez aussi retrouver mes vidéos en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez qu'à taper Gaspard G. Et au quotidien, je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram où j'analyse l'actu chaque semaine. Et avant de partir, je vous conseille cette vidéo sur l'histoire de la conquête spatiale dans laquelle j'ai eu la chance d'interviewer Thomas Pesquet.